Et voilà Jean-Franck, le bébé qui vient Ah, d'arriver, ah là là. cristallier, ça y est. Ah, c'est autre chose que de le voir sur un écran, hein. Ouais. Bon, il n'est pas encore sorti, hein, il arrivera que le 12 mai dans les Écoute, bonnes comme c'est librairies. mon premier livre, c'est émouvant, hein. Surtout que ça raconte quand même 50 années de recherche de cristaux dans le massif du Mont Blanc. 50 années où c'est là où je me suis le plus amusé au monde. Donc c'est pas que des bons souvenirs. Vous le verrez dans le livre. Il y a aussi des accidents, il y a aussi pas mal de choses, mais après il y a le joie de la découverte, de jouer comme un enfant à chasse au trésor pendant 50 ans dans les montagnes de Chamonix, où on C'est recèle. l'histoire de ta famille un peu, non? Et alors bien sûr, ouais, je ne suis pas cristallier par hasard, hein. Mon père était sans doute un des plus passionnés. Mon grand-père avait déjà fait de grosses expériences de recherche de cristaux. Alors il n'y allait pas, il ne prenait pas des journées pour aller chercher des cristaux, c'est en faisant des premières où il est tombé fortuitement sur des beaux fours. Mais après il est remonté avec ses copains guides à chaque fois pour vider les fours en question. Et il y a au moins 5 ou 6 expériences comme ça. Et puis mon arrière-grand-père, il allait déjà avec des guides des Frassans et d'Argentière chercher des cristaux du côté du glacier d'Argentière, des améthystes. Donc au niveau cristallier, moi je suis la 4e génération, Jonathan c'est la 5e. Et au niveau des guides, il y a encore 2 générations de plus. Mais là, ils ne nous ont pas laissé de cristaux. On ne sait pas si les plus anciens, ils étaient cristalliers ou pas. Ils ont peut-être vendu. Vous verrez, il y en a un quand même qui était quand même contrebandier notable. Et dont le beau-père est aussi un contrebandier notable. Enfin, vous verrez, c'est une belle histoire de famille quand même. Des aventures de pirates en montagne. Qui m'a plu d'écrire et que ça reste... Armand Charlet, déjà, mon grand-oncle, avait dans son premier livre, là, qui s'appelle Au-delà de la Vocation alpine. Dans Vocation alpine, Armand raconte déjà un peu ses histoires de famille. Et comme Armand, c'était le frère de mon grand-père nous racontait effectivement les mêmes histoires qu'Armand a pu raconter aussi. Alors pas toutes aussi, donc vous verrez, voilà. C'est dur de faire parler les cristalliers, c'est un peu comme les cueilleurs de champignons, enfin, ils racontent jamais où ils vont, alors, ils racontent pas trop leurs histoires. Alors je vais décevoir tout le monde, si vous lisez le livre, vous allez savoir que il y a des cristaux dans la face nord des droites. Alors la face nord des droites, ça fait 1200 mètres de haut, ça fait 1,5 km de large. Un foie de cristaux, ça fait 1 mètre de large, donc c'est quand même bien planqué. Après, au nombre de rappels, on va reconnaître un petit peu, mais c'est pas un livre qui va vous servir à grand chose. Et de toute façon, si vous vous servez à quelque chose, vous retrouveriez des fours vides. Donc c'est pas très intéressant. Mais enfin, ça raconte quand même comment on fait pour trouver des cristaux en général. Et pour les générations futures, c'est dit dans le dernier chapitre avec le réchauffement, là, il y a vraiment, c'est vraiment du pain béni qui est le réchauffement. On est le seul, les cristalliers, à profiter de tout ça. C'est qu'il y a des hectares et des hectares de rochers qui étaient sous la glace depuis des siècles et des siècles. Et ces rochers réapparaissent pour la première fois avec un potentiel de foie et cristaux qui est là au bord des glaciers. Et je raconte au moins 3 expériences ces dernières années de jeunes qui, presque fortuitement, marchaient sur les glaciers, marchaient pas loin du pied des parois, et tout d'un coup, la neige venait de baisser depuis un mois de 2, 3, 4 mètres, et le four était là. Incroyable. Donc voilà. Donc ça ne sert à rien peut-être à eux d'aller dans les faces nord des droites, dans les faces nord du Triolet, dans les faces nord des Grandes Jorasses comme on a pu le faire nous, en prenant quand même des risques certains et en faisant de l'alpinisme un peu de haute voltige. On trouve aussi des belles choses en bas. Ceux de ma génération, jusqu'aux années 90, où les glaciers avaient plutôt augmenté que perdu du volume, on n'avait pas cette chance, puisque ça n'avait pas encore assez fondu et que donc les fours qui étaient faciles d'accès avaient déjà été fouillés depuis 100, 200 ans, 300 ans. Vous verrez que c'est une très vieille histoire. Les premières relations de cristaux, c'est 1650 quand même. Donc c'est presque 4 siècles qu'on sait que les chamoniards cherchent des cristaux dans les montagnes. C'est les premiers alpinistes en fait. Et c'était les premiers alpinistes, ouais, puisque les chamoniards c'était des paysans qui vivaient difficilement en bas dans la vallée. Ils n'avaient que l'été pour rentrer le maximum de nourriture, et donc ils n'allaient pas aller se perdre en haute montagne. Si ce n'est qu'en haute montagne, il y a un petit malin un jour qui a dû trouver des cristaux, qu'il a vu qu'il avait une certaine valeur. À l'époque, ça partait dans les tailleries surtout de Milan, où il est dit déjà en 1680 où le cristal de roche est taillé comme nulle part au monde. Et donc il y a eu un marché, et donc ça a poussé les gens vers la haute montagne.
Alors, il y a les chasseurs, mais les chasseurs, ça s'arrête quand même à l'endroit où il y a encore de l'herbe un peu, c'est 2500-2800 mètres, exceptionnellement plus haut, mais bon. Tandis que là, les cristaux, il fallait quand même au pied des parois, il fallait au fond du jardin de Thalès, il fallait aller, etc. Donc il fallait qu'ils s'expérimentent à marcher sur les glaciers, qu'ils regardent comment on fait pour pas glisser, avec des chaussures, soit avec des semelles en bois, soit des semelles en cuir. Donc d'inventer déjà les premiers trucs qui ressemblaient à des crampons, d'aller avec des piolets, et puis de voir la haute montagne comment c'était, de regarder si ça s'effondre, si c'est dangereux, si c'est pas dangereux. Donc c'est toute cette histoire-là qui occupe 4 siècles d'aventure à Chamonix. Puis il y a eu les progrès techniques, il y a eu les hélicoptères. Alors, ouais, bien sûr. Alors, la première histoire, c'est mon père et mon grand-père qui trouvent une mine d'or au col du Passon. Alors, pas de façon fortuite, parce qu'ils rencontrent par hasard un des très grands radiesthésistes français qui a écrit une vingtaine de livres sur la radiesthésie, qui est donc quelqu'un de très connu, qui habitait dans le Midi, et qui, lui, depuis le Midi, à l'aide d'une carte au 25 millième, leur a dit il faut aller au col du Passon, 50 mètres sous le col, il y a une paroi verticale, au pied de la paroi, il y a un filon de quartz et il y a des pépites. Alors, ils l'ont cru ou pas cru, n'empêche qu'ils sont montés, ils ont creusé et ils ont trouvé des pépites. Donc c'est une première grande histoire. Et là, bien sûr, au début, ils ont gratté dans la veine de quartz, et c'était compliqué qu'un burin et une massette, ils ont bien vu qu'ils ne trouvaient rien, et l'autre, il leur a dit, mais c'est à 3, 4, 5, 6 mètres, je ne sais pas où. Donc un grand renfort de dynamite et de marteau-piqueur, et ils ont ouvert une petite mine au col du Passon. Et ensuite, alors moi j'ai eu une expérience qui est racontée là, effectivement de dynamite, parce que du coup, jusqu'aux années 60, de temps en temps, les cristalliers employaient un peu de dynamite quand même. Et la seule fois avec Georges Bettembourg et mon père, on en a utilisé, il y a eu une première charge qui a été mise dans le four, il ne s'est rien passé, du coup on a mis 3 charges, et du coup on a vu le four sortir à 200 km/h. Tout était brisé, tout était fini, c'était un cauchemar, alors qu'il y avait une pièce extraordinaire à sortir. Ça nous a calmés, on n'a plus jamais touché à la dynamique. Quoi qu'en pensent certains. Par contre, le problème des cristaux, c'est que c'est lourd, c'est très lourd à descendre. Et on a eu la malchance de trouver un four extraordinaire dans la face nord d'Urquin en 1985. Et il y avait 1 tonne ou 2 de cristaux à descendre, et il y avait 400 mètres de rappel dessous nous à faire. Donc c'était extrêmement compliqué. Et puis la nature avait bien fait les choses. À 5 mètres au-dessous du four, il y avait une espèce de sommet d'éperon qui faisait une terrasse au milieu de la face nord d'Urquin. Il n'y avait rien à faire là, mais la terrasse était là, donc ça nous a tout de suite suggéré qu'on pouvait poser les sacs sur la terrasse et qu'un hélicoptère pouvait venir les chercher. Et donc c'est une grande histoire où on a été inculpé de dégradation de sites classés du Mont Blanc, puisque depuis, ça c'est en 1985, et depuis 1979, des Suisses avaient fait la même chose dans les Grandes Jorasses, à renfort de dynamite, de marteau-piqueur et de transport en hélicoptère, et avaient fini par être condamnés pour dégradation de sites classés du Mont Blanc. Et qu'en fait, depuis 1979, la jurisprudence montrait qu'il devait être interdit normalement de ramasser des cristaux dans le massif du Mont Blanc. Bon, personne ne le savait. Bon, on ne lisait pas tous les arrêtés juridiques. Ouais, non, la loi ne disait rien là-dessus. Elle disait que le Mont Blanc est un site classé. Donc est-ce qu'on a le droit de transporter, d'aller dans un site classé, prendre un objet et le déplacer? Voilà. Alors certains ont dit le site, ça se voit avec les yeux. Donc ça veut dire qu'il y a un chantier, ça veut dire qu'on a dégradé un site, on est capable de savoir si on a dégradé ou pas un site. Et alors après, de ramasser un cristal de roche qui est enfoui dans un petit trou dans la paroi à 1,50 m ou 2 mètres de profond, ça ne change pas grand-chose au site. Mais il y a une interprétation... Ça, c'était des Suisses aussi. Et c'était aussi des Suisses. L'interprétation du tribunal c'était la cour d'appel de Chambéry, qui a dit... On se fout si c'est pas le problème du site, c'est le problème que c'est un site classé et que de prendre un objet dans le site classé et de le redescendre, c'est dégrader le site et basta. Donc, et nous, on a fait la même chose, on est sur une crise sur un hélicoptère en 85, d'assez grande quantité. Ça fait toujours un peu des jalousies dans la vallée. Et donc, on a été inculpé sur la même jurisprudence que les Suisses de dégradation de sites classés du Mont Blanc. Alors, ça raconte toute l'histoire, qui dure pendant 7 ans quand même. Puisque dans un premier temps, on est inculpé de dégradation de sites classés du Mont Blanc, donc on est en garde à vue, on va en prison avec mon ami Créton, on passe une 2 nuits en prison avec les menottes et les trucs. Ouais, c'est assez rocambolesque comme aventure, surtout avec Créton. Enfin, en tout cas, il y a plein d'aventures, quoi. En tout cas, il y a plein d'aventures, voilà, qui sont peu connues, je crois, et que ça méritait d'être connues quand même. Donc, je dois dire qu'au début, je me suis mis à écrire, moi, un peu pour mes enfants, mes petits-enfants, pour laisser une trace de tout ça.
Je trouvais que c'est dommage que ça se perde. Et en fait, au bout d'un moment, bon, il y a peu d'écrits sur les cristaux. Quand j'ai vu que j'arrivais à 200-300 pages, j'étais voir un éditeur quand même. Charlie. Et c'est tombé sur Guérin, incroyable. Et Charlie Buffet, qui est un super éditeur. Ouais. Et Charlie Buffet qui m'a remanié tout ça, on s'est reconcentré sur les cristaux, etc. Et avec beaucoup de bonheur, ça a été un vrai plaisir. Puis avec toute votre équipe là, de la Maison Guérin, c'était un vrai plaisir de travailler. Il y a eu une interlude au milieu, là où j'ai eu passé aussi tout à fait autre chose que les cristaux qu'on a mis au milieu, que je tenais que ce soit là. C'est mes quelques années passées avec Bruno Bouvy, qui a été ce touche-à-tout des sports extrêmes, de base jump, de snowboard extrême, etc. Il a battu le record du monde de vitesse à l'époque, en sautant d'un avion à 8000 mètres, avec une ogive devant lui en étant vertical. Il était à plus de 600 km/h. C'est le record du monde de vitesse d'un homme sans moyen de locomotion. Et l'exploit qu'il voulait faire, c'est l'exploit qu'a repris le Baumgartner il y a quelques années. Il fallait pour passer 1000 km/h, ce qui était l'objectif normalement. Enfin, on avait calculé qu'à 8000, c'était peu probable qu'il arrive à 1000. On pensait plutôt 800, où il a fait que 650. Mais bon. Et pourquoi tu tenais à ce qu'il soit vraiment dans le livre? Parce qu'il m'a fait rêver. Ouais. Il m'a fait rêver, ça a été un moment formidable. Il a sauté d'un hélicoptère, il a atterri en parapente au sommet des Drues. De là, il est parti en rappel dans la niche. Il a surfé la niche des Drues et du bas de la niche, il est reparti en parapente. Et le grand projet qu'on a eu, qui m'a occupé pendant 3 ans au moins à organiser, à mettre en place et tout ça, ça a été, il voulait faire la même chose sur l'Everest. Donc c'était le premier homme arrivé par les airs sur le sommet de l'Everest. Et avec son snowboard dans le dos, est arrivé sur le sommet et snowboardait l'Everest. Donc déjà, ça on est en 1990. Hélas, le destin ne nous a pas laissé achever ces projets fabuleux, puisqu'il s'est tué lors d'une descente en snowboard extrême du sommet de l'Aiguille Verte. Et voilà. tu l'avais emmené chercher les cristaux? Bien sûr, on avait été quelques fois. Alors, c'était minimal ce qu'on avait fait en cristaux. Donc, je crois qu'il n'y a pas de récit de ça, non. Non, mais tu lui avais donné un peu la fibre. Un peu la fibre, et puis de voir faire de l'alpinisme autrement, des choses comme ça. Ouais. Autrement, mon compagnon de cordée, donc c'était Georges Bettembourg, depuis tout petit, puisque c'est mon cousin germain. C'est le fils de la sœur de mon père. Et donc, on était pratiquement élevés ensemble dans la même maison à Argentière. Et lui, c'était un très grand alpiniste et himalayiste, là, pendant 4-5 ans avant qu'il trouve la mort en montagne. Et hélas, lors d'une course au cristaux, dans la face nord d'Aiguille Verte, où on a pris un énorme effondrement rocheux sur la tête. Et je suis rentré seul, on était 4, je suis rentré seul donner les secours ce jour-là. Ouais. Et alors l'autre compagnon, c'est René Guéligny, qui a été mon immense compagnon de cordée pendant... Il y a 45 ans de vie avec René Guéligny dans ce livre, quand même. Et puis après, on a pris Daniel Lagarde, Roland Créton. Et Roland, après, quelques accidents, il ne pouvait plus vraiment grimper, donc il a dû quitter notre équipe. Et puis Daniel, il y a eu cette fameuse avalanche de Montroc, où son chalet a été emporté. Et donc après, on a eu la chance de retrouver un jeune passionné qui voulait faire de l'alpinisme un peu autrement après avoir goûté à tout. C'est André-Pierre Rem, qui était donc aussi un de ces touche-à-tout de snowboard extrême, de base jump, etc., de tout ce qui pouvait exister à Chamonix dans les sports extrêmes. Puis très fort grimpeur, très fort alpiniste, et qui lui aussi s'était passionné là, d'un coup de faire de l'alpinisme autrement, parce que c'est de l'alpinisme autrement. Ouais, avec un but différent. Un but différent, on ne va pas au sommet, on ne suit pas une voie. Non, au contraire, on se met à côté de la voie, on va là où jamais personne n'est allé sûrement, et puis on fouille la montagne. On monte d'un côté, on traverse de l'autre, on descend un peu, on retraverse. Ça nous arrivait de fouiller dans les courtes, d'arriver dans les droites, ou vice-versa, de partir dans l'aiguille verte et puis de finir dans les droites, sur des journées complètes, on fait ça, là, ben non, on n'a rien trouvé là. Rien. Puis quand on est là, on voit un autre truc là-bas, donc on continue, etc. On fouille la montagne. Donc une espèce d'alpinisme quand même tout à fait original, mais en même temps, c'est que de l'alpinisme. Hein, vous êtes là, vous grimpez, vous posez des rappels, vous grimpez, vous mettez des pitons, vous posez des relais, etc. C'est une fouille systématique de la montagne. Et très curieusement, après 50 ans, il y a la moitié des endroits du massif du Mont Blanc, je ne suis jamais allé encore. Quand même. Pas eu le temps. Pas eu le temps. Bon, alors, on le dit aux jeunes après, allez voir là, on a déjà bien fait, allez voir ailleurs, allez voir par là. Oui, c'est un peu plus loin, c'est un peu plus compliqué, mais bon, jamais personne n'est allé, peut-être qu'il y a des choses.
Et pour nous faire rêver, c'est quoi la plus belle pièce hein? Alors, la plus belle pièce de ce livre, incontestablement, non, il y en a 3. Donc, il se trouve que dans le massif du Mont Blanc, par le hasard de la géologique, alors il y a plein d'endroits dans le monde où il y a du granit, des grandes parois granitiques, le Yosemite ou plein d'autres endroits. Et il n'y a pas forcément du quartz, il n'y a pas forcément des veines de quartz, il n'y a pas forcément eu ces fissures alpines qui sont formées. Le massif du Mont Blanc, c'est extrêmement craqué de partout. C'est la même géologie que la Suisse centrale, au-delà de l'est de l'Oberland-Bernois et tout le massif autour du glacier du Rhône. C'est la même géologie que Chamonix, exactement les mêmes granites. Là, il y a aussi beaucoup de cristaux. Et dans ces cristaux du massif du Mont Blanc, donc c'est du quartz essentiellement, le cristal de roche. Alors le cristal de roche, c'est le minéral le moins rare qui est sur la planète, il y en a partout, un peu partout. Et à Chamonix, pour des histoires de coïncidence entre différents minéraux et différentes pressions, températures et choses comme ça, on trouve le quartz dans des formes différentes, qui sont notamment ce qu'on appelle les peignes à Chamonix, ou les quartzevriers, et qu'on appelle en allemand ou en anglais les gwindel. Donc c'est un arrangement, là il y a une très belle photo dans le livre, un arrangement de cristal de quartz très différent, et ça c'est unique au monde. C'est Chamonix, Suisse centrale, ils en ont trouvé un petit peu en Oural, mais pas de très belle qualité. Et puis alors l'autre grand, l'or des cristalliers, c'est le sous-titre du livre, s'appelle La fièvre de l'or rose. Alors c'est pas de l'or, mais c'est rose, et c'est de la fluorine rose. Et cette fluorine rose, parmi les plus belles du monde, enfin les plus belles du monde viennent de Chamonix ou de Suisse centrale, et une bonne partie des plus belles du monde viennent uniquement de Chamonix. Ah oui. Alors il y a celle-là qui a été découverte par Georges Bettembourg en 1975 dans la face ouest de l'Aiguille des Pèlerins. Quelque chose de 20 cm sur 20 cm, qui est d'une couleur, d'une intensité de rouge et d'une qualité de transparence unique au monde. Donc ça, moi je l'avais raté, parce que Georges Bettembourg, moi j'étais étudiant et j'étais pas toujours au cristaux, et lui au mois de juin il est allé un jour là-haut et il a trouvé ça. Et puis après il y a d'autres fluorines roses qui sont là dans le livre. Celle-là c'est la face nord des droites, et puis d'autres, c'est ces fameuses fluorines roses qui ont fait notre réputation internationale de cristallier, parce qu'on a 3 reprises, on a trouvé parmi les plus belles choses qui existent dans le domaine. Alors, vous avez le musée de Chamonix qui conserve parmi les plus beaux spécimens au monde de fluorine. Là. Et bon, nous, c'est peut-être cette pièce-là qu'on a trouvée la plus exceptionnelle. C'est un morceau qui fait 20-30 cm avec une centaine d'octaèdres de fluorine rose de 2 cm d'arête, d'une couleur, d'une transparence, le quartz dessous. Enfin, tout est beau, tout est magnifique, tout est intact. Et donc, c'est sûrement celle-là. Et ça, c'est une des plus belles fluorines roses qui a jamais été trouvée au monde. Donc on s'est bien amusé avec tout ça, oui. Ça a été quand même une chasse au trésor assez extraordinaire. Voilà. Des hommages à mon ami Daniel Lagarde avec son fils en train de nettoyer les cristaux. Alors ma plus belle émotion minéralogique, parce que ça ne devait pas exister, c'est un jour on est dans les Courtes, face sud des Courtes, on cherche des cristaux, bon, on va dans un four, le four, on sort des gravats, des choses, mais loin comme ça, dans un petit trou pas très épais, puis il y a un truc qui bouge au fond, alors on dégage encore un peu, mais sans rien voir comme ça à l'aveuglette, en mettant le bras profondément, puis je sors un cristal, bon, j'allais presque le jeter parce que je le sors à l'envers en fait. Et puis, il y avait un cristal donc vert bouteille qui est là, et qui était un truc qu'on n'avait jamais vu dans le massif du Mont Blanc. Un truc absolument incroyable. Depuis, ça a été retrouvé à 1 ou 2 reprises, mais là on est en 1987, c'est la première fois qu'on voit des cristaux de cette qualité-là, et verts, dans des quartz fumés du massif du Mont Blanc. Et cette pièce, vous pouvez l'admirer là au musée de... Mais c'est pas de la fluorine. Au musée de Chamonix. C'est de la fluorine, mais qui est verte. Ouais. Qui a d'autres éléments à l'intérieur, qui fait qu'au lieu de recracher du rouge, voilà, ça recrache du vert. Ouais. Grâce à différents éléments, on n'est pas encore très sûr pourquoi c'est vert, mais on va finir par savoir. Et cette pièce, donc, c'est un des fleurons d'une des vitrines du musée de Chamonix. Et je vous invite tous à aller voir le musée de Chamonix, là, qui est devenu sans doute un des plus beaux musées d'Europe de minéralogie, et sans doute un des musées qui compte dans le monde entier au niveau minéralogie. Il y a vraiment une exposition de minéraux, de diversité. Maintenant, il y a le monde entier qui est exposé là, avec vraiment de très belles choses. Et on peut être fier que ça laisse un patrimoine fort de Chamonix. Et j'espère que ce livre contribuera à faire connaître tout ce patrimoine à tout le monde. Ouais. Voilà. Bon, c'est bon.
Champagne. Champagne. Allez, je vais chercher un compte Hop là. Insta.